Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La réforme territoriale. Administration et aménagement du territoire. Collection dirigée par Jean-Claude Nemery. Administrer, aménager le territoire constitue une des missions fondamentales des États modernes. Gérer les espaces de quotidienneté et de proximité dans le cadre de la décentralisation et de la démocratie locale, assurer le contrôle administratif et financier de l'action publique, anticiper l'avenir pour assurer un meilleur développement grâce à la prospective sont les objectifs essentiels des pouvoirs publics. Cette collection Administration et aménagement du territoire doit répondre aux besoins de réflexion scientifique et de débat sur cet ensemble de sujets. Déjà paru. Loïs Laurent, Petit département et grande région. Proximité et stratégie, 2010. Djebril Ould Mahmoud, Les stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne. De l'échec des politiques néolibérales aux alternatives potentielles, 2010. Christian Lemaignan, Pensée pour le futur de nos territoires. De la société de la connaissance à une nouvelle civilisation dans nos territoires, 2010. Anne-Paul Bay et Cyril Plançon, Spectacle vivant jeune public. Réseau et coopération internationale, 2009. Valériane Janssenspenspeygrega, L'influence du droit communautaire sur la pratique des aides locales aux entreprises, 2008. Sylvie Diartboucher, La réglementation vitivinicole champenoise, une superposition de règles communautaires, nationales et locales, 2007. Pébous, Monsieur Breuillard, C. Fraser, Des Paris, Souladir, Aménagement et urbanisme en France et en Grande-Bretagne, 2007. Les communications ci-après reproduites sont issues des 13e rencontres juridiques, organisées le 3 novembre 2010, sous le haut patronage de M. Michel Mercier, ministre de la Justice et président du Conseil général du Rhône, conjointement par l'équipe d'accueil Droit comparé et international des affaires, 1, la faculté de droit et sciences politiques de l'Université Lyon 2 et le Conseil général du Rhône, dont les locaux accueillaient la manifestation. Outre les contributeurs, qu'il soit permis de remercier ici les personnes qui ont activement participé à la tenue de ces rencontres. Madame Marie-Odile Nicou, doyen de la faculté de droit et sciences politiques, Monsieur Pierre Jamet, directeur général des services et directeur de cabinet du président du Conseil général du Rhône, Monsieur Jean-Louis Navarro, directeur de l'équipe d'accueil des CIA, Maître Jean-Baptiste Blanc, conseiller général du Vaucluse, Madame Amélie Gillot-Cargol, Mlle Céline Moy et Hélène Urpi, Monsieur Vincent Thibault, ATER à la faculté de droit et sciences politiques et les services administratifs de cette même faculté, particulièrement MMES Karine Guignabaudet et Delphine Lonati et Monsieur Bruno Fayolle. Propos introductifs. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'arnaque et le territoire 2. Bertrand Faure, professeur à l'Université de Nantes. Il en va un peu des réformes comme des révolutions. Elles s'opposent à l'ordre précédent tout en réutilisant les éléments de cet ordre et les réflexes qui l'ont construit. De sorte que répudiation et continuité vont toujours ensemble. Ceci se vérifie particulièrement dans cette réforme territoriale. La continuité se situe dans la panacée technocratique qui consiste dans une tendance à régler les problèmes sous l'angle du technicien, à s'en remettre à l'homme de l'art technocratique et aux ressources de sa méthode scientifique qui, fût-elle appliquée à la matière vivante qu'est une collectivité territoriale, parviendront à livrer une sorte de produit juridique irréfutable. Et de la même manière qu'on planifiait hier le progrès économique, on entend aujourd'hui planifier une organisation administrative du territoire simple et efficace. Mais on touche là la première limite du pouvoir technocratique. Le redressement de nos institutions passera par un foisonnement de règles, une floraison de solutions tâtonnantes et ponctuelles, tout empiriques, qui bousculeront les cadres classiques et les solutions traditionnelles 3. Alors, il ne faut pas s'attendre à une recomposition du paysage institutionnel puissamment redessiné de la main du législateur. Pour recomposition, on aura un raccommodage. On verra des régions reconfigurées en syndicats forcés de départements,
et auxquels on remet la bride sur leur liberté d'initiative en quadrillant précisément tous les cas dans lesquels cette liberté devra désormais s'exercer. On en attend une unité politique d'abord, administrative ensuite. Mais c'est une figure de tableau noir. Ce sera à coup sûr un saut dans l'inconnu et peut-être le risque d'une plus grande complexité administrative. Curieuse interrogation pour une réforme qui prétend restaurer la clarté de l'action publique. La simplification à laquelle la réforme invite l'administration décentralisée tout entière ne s'étendra déjà pas à son équipement juridique avec les mutations d'espèces ainsi infligées au statut plus que centenaire de collectivité territoriale. Mais les difficultés viennent également de la bataille qui aura marqué l'adoption parlementaire du texte. Bien des éléments n'ont pu aboutir sous leur forme initiale. La loi devra être plus globalement présentée comme issue des tractations entre un pouvoir qui s'est mis à douter de sa réforme et un contre-pouvoir local, puissamment représenté au sein du Sénat, se traduisant par des arrangements et des concessions risquant de compromettre d'emblée sa réalisation. Qu'une assemblée, dans un mouvement d'opposition, refuse certains changements exigés par la réforme et voici la simplification poursuivie sur tel point, freinée sur tel autre. Tout l'édifice est ébranlé et l'administration décentralisée exposée à de nouveaux désordres. C'est le cas avec la métropole devenue, par renoncement du gouvernement, un modèle d'établissement public de coopération intercommunale de plus, concurrent de la communauté urbaine et de la communauté d'agglomération, alors que le rapport Balladur lui voyait une autre ambition, celle d'une collectivité territoriale de plein exercice absorbant les grandes agglomérations avec leurs départements. On a aussi assisté à de très nombreuses corrections parlementaires qui, au bout du compte, doivent bien s'interpréter comme favorables aux petites communes et au monde rural. Il s'agit même d'une entreprise systématique. Référendum impératif pour les fusions de communes, relèvement du seuil démographique entraînant le changement de leur mode de scrutin avec liste bloquée, rétablissement de la majorité qualifiée des communes pour de nouveaux transferts de compétences à l'EPCI, maintien de la possibilité d'être soutenu financièrement par les départements et les régions, rétablissement de la garantie minimale d'un siège au sein de l'EPCI qui les intègre 4. Cette immunité relative des petites communes signe le couronnement du paradoxe pour une réforme qui s'affiche moderne et conduit à s'interroger si celle-ci ne marquera pas plus l'avenir par ses contresens que par son inspiration de départ. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a rien d'aussi redoutable qu'une technocratie rudimentaire qui se réclame du bon sens, de l'évidence des choses, pour rechercher ses diagnostics dans des clichés, des accusations, les collectivités sont dépensières. Il est un fait que la réforme, c'est attendu, porte la suspicion d'un gaspillage des deniers publics jusque sur les collectivités territoriales. Leur liberté de décider qui a toujours été la leur, leur collaboration pour tous les domaines qui regardent leur population entre désormais dans le viseur en n'étant plus nécessairement conforme à une nouvelle politique administrative 5. Il s'agit en réalité de l'extension du processus de la révision générale des politiques publiques jusque sur l'administration décentralisée. C'est devenu le catéchisme d'un ordre administratif nouveau qui, vis-à-vis de l'administration d'État qui constitue son domaine d'origine, place tous les autres ministères sous la maîtrise effective du ministère du Budget. Cet ordre se signale par le rejet de tout ce qui ne se chiffre pas. Tout ce qui n'est pas budgétaire n'est pas pertinent. On subordonnera alors toute décision à l'absolu des chiffres, sans chercher à s'élever à une vision globale du problème, pour arbitrer entre ces différents impératifs. Et l'aptitude à se placer au-dessus des acquis institutionnels locaux, pour ne pas s'estimer tenus par leurs éléments essentiels, est assez considérable chez les territorialistes improvisés du gouvernement. Ce souci de l'économie se révèle de façon diffuse tout au long du texte 6. La disparition des conseillers généraux et régionaux au profit des conseillers territoriaux, l'encadrement de la compétence générale des départements et des régions, la réduction du nombre de vice-présidents de PCI. Au fond, les Français peuvent entendre les leçons sur le bon usage des deniers publics, sur les vices du millefeuille territorial et espérer dans le souffle d'une réforme qui balayera le bric-à-brac d'un système confus et réputé coûteux. Mais si indiscutables soient ces généralités, il faut, pour en apprécier exactement les dommages, faire la part des responsabilités.
Alors on prendra une vue plus juste de la réalité avec le rapport de la Cour des comptes du 27 octobre 2009, où il est intéressant d'apprendre le prix de la conduite par l'État de la décentralisation, les agents et les services de l'État ayant continué de croître, avec une multiplication par 3 des dépenses, dans les 25 dernières années où, simultanément, l'effort fait pour décentraliser aurait dû se manifester par leur recul. Pour résoudre le problème qui lui était posé, le réformateur aurait trouvé des ressources considérables à élargir le viseur et porter une égale appréciation critique aux choses de l'État et aux choses locales. Mais encore fait-il qu'à la satisfaction de l'impératif économique affiché, la réforme apporte des solutions utiles. Les déchirantes révisions que celle-ci inflige à la vie locale et à son droit ne prennent leur sens que par l'efficacité réelle de l'entreprise à redresser les finances publiques. Or, aux réformateurs, ces solutions risquent pourtant d'apprendre la modestie. Un rapide examen critique suffisant a montré que le gain obtenu par la suppression de 3 903 conseillers généraux et 1 757 conseillers régionaux pour 3 471 conseillers territoriaux sera compensé par la réévaluation des indemnités offertes à ces derniers, plus 20%, et les frais de transport et d'hébergement liés à leur double mandat. Il sera en outre nécessaire d'impliquer leurs suppléants, donc de l'indemniser, en vue de maintenir le contact avec l'électeur. Et qui sait, lorsqu'on réforme brutalement dans un pays qui s'était doucement décentralisé, on ne livre pas le terrain à de brutaux facteurs d'inadaptation. En éloignant l'électeur de l'élu par le fait d'un conseiller territorial accaparé par ses fonctions délibératives, on risque de laisser la direction effective des départements et des régions un peu plus dans les mains des agents administratifs qui pourraient finir par déloger l'homme politique de sa gestion quotidienne et finalement, de ses libres choix. La suppression proclamée de la compétence générale des départements et des régions 7 va également dans le sens de la restriction de la dépense publique. Mais le réformateur s'est employé de manière tellement confuse, cherchant à ménager la solidarité des territoires et envisageant tous les cas d'espèces s'y rapportant, sans compter les domaines exclus, qu'on n'est pas loin de penser qu'on aboutira à une situation équivalente au statu quo. Alors, on se sera détourné du contact démocratique entre le citoyen et l'élu, corps étranger à la réforme parce qu'élément non quantitatif, pour tout subordonner à une orientation du présent, mais sans pour autant parvenir à des solutions considérables. Finalement, identifier cette réforme à la simplification administrative et à l'assainissement budgétaire risque de passer pour un faux semblant. Mais si la suppression de la clause de compétence générale ressemble à un affaiblissement de la démocratie locale en ce qu'elle manifeste le mépris de l'homme organisé en société locale, l'association département-région s'apparenterait plutôt à un détournement de cette démocratie locale. D'abord en ce que, motif pris d'un fonctionnement plus simple des rouages institutionnels locaux, s'y dissimule une sorte de réforme invisible. La fusion entre les départements et leurs régions est entrevue à l'horizon. Le département n'apparaîtra plus que comme une pièce détachée d'un nouvel engin institutionnel, auquel il finira par ne plus être indispensable. Mais face à son dessein, le réformateur devait user de prudence. Le passage par une réforme future qui tirera les conséquences de celle-ci est habile à échapper aux reproches d'inconstitutionnalité et d'impopularité soulevés par l'opération ainsi masquée par le temps. Mais il y a ensuite que si la façade région-département est compliquée, le ressort sera simple. S'il est encore aventuré de donner une figure définitive et générale de la fonction du groupe département-région, on peut néanmoins s'attendre à ce qu'élection au sommet faite, on assiste à une direction du territoire au niveau central de la région par le parti politique vainqueur, encore que certains départements seront de taille politique et financière à s'opposer. De telle manière qu'on aura remplacé une décentralisation territoriale multiple par une recentralisation partisane. Il faut voir en effet qu'alors qu'au niveau communal les partis apparaissent plus provinciaux, plus multiples, il est possible que ces mêmes partis se présentent de manière plus structurée et disciplinée au niveau régional, aboutissant à une confiscation de la volonté locale et à une direction de la société locale devenant un simple jeu de professionnels de parti. Encore qu'un bémol s'impose. Issu d'un scrutin uninominal et non de liste,
le conseiller territorial ne devra son élection qu'à lui-même puisqu'il aura ainsi réussi à rassembler sur sa personne une majorité de voix, contrairement au cas du notable, que son parti décide de placer en bonne position sur une liste. Alors, davantage arrivé par sa situation personnelle, le nouvel élu sera voué à se comporter au sein des deux assemblées, de manière beaucoup plus libre vis-à-vis de leur président. S'ajoute une autre erreur. Il était certainement louable de fixer l'élection des conseillers territoriaux au niveau des cantons, prochainement remaniés, dans l'intérêt de maintenir le contact entre l'élu et les électeurs. Mais sera-t-il possible dans le cadre d'une circonscription aussi étriquée, d'assurer la promotion des grands enjeux régionaux? Comme par le passé, le réformateur d'État semble craindre l'identification de l'électeur à sa région et refuser à cette dernière le sacrement démocratique qu'elle mérite. Le problème de la démocratie locale méritait également d'être posé sur le plan de la politique intercommunale. On sait gré aux réformateurs de mieux engager les EPCI à fiscalité directe dans cette démocratie, en faisant aboutir une avancée suggérée depuis la fin des années 1990, mais qu'on n'avait jamais encore osé faire aboutir, l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. Encore qu'il ne faille pas se méprendre sur la portée exacte de l'innovation, le mécanisme de fléchage consistant à faire siéger les premiers élus de la liste à la fois dans le conseil municipal et le conseil de communauté s'apparente davantage à une procédure d'information dans le cadre de la démocratie communale classique qui demeure intacte. L'avancée reste contenue dans la thématique de la transparence administrative et non du régime représentatif, et l'on ne presse d'ailleurs pas d'avancée supérieure sans une remise en cause du cadre originel de la commune que la loi présente, sans pouvoir l'engager davantage au regard des données constitutionnelles, appelle un peu plus. Mais ce qui apparaissait important dans l'esprit des réformateurs était que le développement du paysage intercommunal ne se perpétue pas dans l'improvisation, ne se règle plus par le hasard de la rencontre des volontés politiques locales éparpillées et circonstancielles. Ainsi, la dimension du problème n'appelait pas tant d'efforts pour achever une carte intercommunale qui couvre déjà la presque totalité du territoire national. Le temps aurait fini tout seul son travail. Mais, sous couvert de l'objectif affiché d'achèvement de cette carte intercommunale, il s'agit plutôt de reconsidérer les institutions acquises et leur donner figure plus rationnelle. Alors forcément, l'avenir s'organisera plus près du pôle du commandement directif de l'intercommunalité par l'État, que de celui du libre accord entre les volontés locales. Pour les besoins de la cause, la loi réarme les préfets contre les élus. Celui-ci fait son retour avec des pouvoirs exceptionnels. J.P. Courtois, rapporteur de la commission des lois au Sénat, en 2012 et 2013 à même de faire prévaloir ses vues s'agissant de création, de fusion ou de suppression de PCI. Le droit est d'ailleurs établi de telle façon que les petites communes ont vu dans la réforme un attentat à leur égard. Elles ne seront pas de taille à exprimer efficacement leur point de vue au sein de la nouvelle commission départementale de coopération intercommunale qui, à la majorité qualifiée de ses élus, pourra surmonter les choix du préfet. Il leur sera désormais difficile de créer de nouveaux syndicats intercommunaux alors que l'institution est demeurée toujours vivace en milieu rural. On leur arrache leur régime électoral pour celui des plus grandes villes dans le but de mettre en place l'élection directe des conseillers communautaires. Elles ne pourront plus recourir au pays. Elles voient redéfini le droit des fusions de communes dans un sens plus autoritaire. Et il aura fallu l'intervention presque systématique du Sénat, comme on l'a vu, pour desserrer les écrous de certaines contraintes qui les visaient. On terminera par 3 conclusions. La première s'impose d'elle-même et n'aura rien d'original. On avait de bonnes raisons de penser qu'il n'y avait aucune corrélation entre la prolifération des réformes et l'efficacité de l'administration décentralisée, sinon peut-être un rapport inversement proportionnel. L'échec de cette réforme pourrait en fournir une nouvelle preuve et manifester la revanche du juriste sur le technocrate. En effet, sans avancer beaucoup dans la solution des problèmes et produisant même des effets contradictoires sur les 3 axes de la simplification, de l'économie et de la démocratie, elle bouscule et appelle à la révision les cadres et les notions éprouvées du droit administratif. La distinction entre collectivité territoriale et établissement public notamment 8,
qui n'étaient pas que des figures de l'esprit ou des fantasmes de théoriciens mais les éléments qui permettaient une démocratie locale vécue et spontanée. On verra bien les contraintes matérielles qui attendent l'application de cette réforme et on pourra relire avec profit l'ouvrage de M. Crozier, L'acteur et le système, nous démontrant qu'on aura beau réglementer les pratiques resteront toujours déterminantes. La seconde conclusion réside dans les dangers d'une réforme technocratique. C'est un trait chronique de nos institutions administratives. Le technicien inspiré par sa seule compétence de spécialiste, sûr de sa vérité, cherche à aller jusqu'au bout du techniquement souhaitable en se souciant peu des particularismes locaux, des ensembles humains dans lesquels sa réforme va prendre place. Il va ainsi, au nom de sa rationalité gestionnaire, forcément chercher à concentrer les moyens que la décentralisation disperse. Il est centralisateur par nature. C'est pourquoi sous l'aspect d'une loi d'espèce, presque d'une loi de second rang à certains égards, on se trouve face à des transformations qui recherchent ou aboutissent à remettre en cause un régime d'ensemble. Sous l'apparence de modifications techniques, cette loi ne craint pas de revenir sur les grands principes de la matière et, finalement, reste susceptible de dissimuler une prise de position idéologique sous de pures mesures pratiques. Au fond, l'idée politique ne l'emporte-t-elle pas sous l'habillage technique et la démocratie locale ne devient-elle pas à dessein la variable d'ajustement de préoccupations gestionnaires ? La dernière conclusion n'est pas inutile. N'est-il pas étonnant qu'un consensus résigné se fasse pour accepter une telle transformation de notre vie administrative quotidienne ? Ni les inquiétudes, ni les passions ne paraissent traverser la perspective de ces transformations. C'est peut-être le signe qu'on est en présence d'un dogme, d'une constitution implicite et permanente de la France sur laquelle l'accord qui s'est fait n'a jamais été rompu. La peur de la décentralisation, au même titre que la méfiance envers les juges ou la préférence de l'égalité sur la liberté. Et transmise de la monarchie aux Jacobins, des Jacobins à Napoléon et de Napoléon à ses successeurs, cette peur de la décentralisation semble bien être une des marques de cette constitution implicite qu'on voit transparaître à travers cette réforme. Une réforme de l'État. La République est DE accent aigu concentral ISE accent aigu E. Constitution et territoire. L'exemple du découpage des circonscriptions électorales. Philippe Blacher, professeur à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Tout au long du mois de juillet 2009, la presse nationale et quotidienne régionale dévoile le visage des futures circonscriptions électorales pour les élections législatives de 2012 dont le découpage est confié à Alain Marley, secrétaire d'État à l'Intérieur et aux collectivités territoriales. Le nombre de sièges de députés est ainsi modifié, à la hausse ou à la baisse, dans 42 départements, la presse insistant cas par cas sur les départements gagnants et les départements perdants du projet défendu par le gouvernement. La réforme des circonscriptions électorales témoigne ainsi du lien sociologique très fort établi entre le pouvoir local et le pouvoir de l'État. Le député de la nation, élu dans une circonscription mais non par la circonscription selon la formule bien connue des juristes, se présente aussi comme le député d'un département. Tocqueville constate, dans De la démocratie en Amérique, que les électeurs voient en leur représentant le protecteur naturel du canton près de la législature, 9. Et Duguy admet l'existence d'un décalage entre le droit et le fait sur ce sujet. En droit, les circonscriptions électorales ne sont rien. En fait, on ne peut pas s'en passer, 10. Le droit constitutionnel de la Ve République intègre cette ambivalence du mandat parlementaire, en exigeant que le découpage des circonscriptions électorales respecte le principe d'égalité du suffrage mentionné à l'article 3 de la Constitution de 1958. L'idée est simple. La délimitation des circonscriptions pour élire les députés doit s'opérer sur des bases essentiellement démographiques. Le découpage électoral n'est donc pas une arithmétique basée sur une stricte proportionnalité de la représentation. Mais le droit constitutionnel ne saurait admettre des distorsions trop importantes entre les circonscriptions 11. Or, la délimitation en vigueur jusqu'en 2012 n'apparaît pas des plus satisfaisantes au regard de ces principes constitutionnels. Quelques chiffres suffisent à s'en convaincre. En 2009, certains départements les plus peuplés comportent des circonscriptions de plus de 180 000 habitants, comme la 2e circonscription du Val d'Oise ou la 6e circonscription du Var, tandis que d'autres sont dotés de circonscriptions de moins de 50 000 habitants,
les 2 circonscriptions de la Lozère ont moins de 40 000 habitants. La deuxième circonscription des Hautes-Alpes atteint à peine les 50 000 habitants. De plus, disparité plus grave, il n'est pas rare de constater qu'à l'intérieur d'un même département l'écart de population entre 2 circonscriptions excède les 20% de la population moyenne du département. Le Conseil constitutionnel, à 3 reprises, la dernière en date étant le 29 mai 2008 dans ses observations sur les élections législatives de 2007-12, a demandé un nouveau découpage des circonscriptions. La carte en vigueur en 2009, qui repose sur les données du recensement de la population et non des électeurs, de 1982, date de 1986. Or, les évolutions démographiques et les déplacements de la population sur le territoire de la République justifient des réajustements destinés à assurer la sincérité du scrutin. Un groupe de travail, présidé par le conseiller d'État Pierre Bordry, constitué en 2005 à cet effet, proposait de redessiner la carte électorale des départements. Cette initiative resta sans effet. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 opère un revirement salutaire, 13. La nouvelle rédaction de l'article 25 de la Constitution évoque les opérations de délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Même si la nouvelle disposition constitutionnelle ne prévoit pas une périodicité du renouvellement de la carte électorale, elle fixe un cadre rénové pour conduire ces opérations en créant, notamment, une commission chargée de se prononcer par un avis public sur les projets ou propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés. Prenant acte du nouveau contexte normatif, le gouvernement Fillon II, encadré par une jurisprudence constitutionnelle tolérante, a procédé suite à une procédure particulièrement complexe 14 à la réforme des circonscriptions électorales par la loi du 23 février 2010 ratifiant Ordonnance numéro 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés 15. Un nouveau contexte normatif. Dans les années 1990, le doyen Favoreux déplore que les grandes réformes des collectivités territoriales se réalisent au niveau législatif voire réglementaire 16. Il faut bien reconnaître une évolution fondamentale en la matière. Désormais, le niveau des grandes réformes liées au pouvoir local est un niveau constitutionnel. Le thème du découpage et de la délimitation des circonscriptions électorales témoigne de ce phénomène d'élévation normative du niveau auquel les réformes doivent se situer. Le chantier des circonscriptions électorales s'inscrit en effet dans une démarche globale, liée à la détermination des modalités d'application des articles 24 et 25 de la Constitution. Insérées par la révision du 23 juillet 2008, les nouvelles dispositions constitutionnelles, que l'on présentera brièvement ont été complétées par la loi organique du 13 janvier 2009, à la nouvelle rédaction des articles 24 et 25c. L'article 25 de la Constitution révisé par le Constituant de l'été 2008 fut largement commenté dans sa disposition la plus contestée, le droit au retour des ministres au Parlement. En effet, le ministre élu parlementaire est remplacé, temporairement, par son suppléant, mettant fin à une pratique contra legem selon laquelle les anciens ministres provoquaient, en cas de retour anticipé dans leur circonscription d'origine, des élections législatives anticipées. Concernant la délimitation des circonscriptions des députés, les articles 24 et 25 énoncent 2 dispositions majeures. 1. La fixation du nombre de députés à 577. Au terme de la nouvelle rédaction de l'article 24c, alinéa 3, les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage direct. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de disposition fixant le nombre total de députés. Ce nombre résultait d'une simple addition de plusieurs catégories, les députés des départements, les députés des différentes collectivités d'outre-mer. Désormais, la Constitution comprend une novation capitale qui est l'existence d'un nombre maximal de députés. Le gouvernement a donc le choix de fixer le nombre total de députés à hauteur de 577 représentants élus à l'Assemblée nationale. Ce plafonnement du nombre de députés n'est pas sans conséquence sur la réforme électorale du découpage territorial. En effet,
Il contraint le législateur, dans le cadre d'une nouvelle délimitation des circonscriptions électorales, à opérer à effectif constant, à contrario de la démarche suivie en 1985 ou lors des révisions de la carte électorale sous les républiques précédentes. Enfin, la Constitution réserve des sièges de députés à la représentation des Français de l'étranger. Combinée avec la disposition organique prévoyant, à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale, la création d'un siège de député pour la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ainsi que d'un siège de député pour Celles-Saint-Martin, ce plafonnement conduit à modifier le contingent de 570 députés actuellement accordés pour la représentation des départements de métropole et d'outre-mer. Le projet final retiendra le chiffre de 11 circonscriptions pour les députés représentant les Français établis hors de France. 2. La création de la commission indépendante. Dans le cadre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un nouvel alinéa ajouté à l'article 25 de la Constitution prévoit la création d'une commission indépendante, chargée de se prononcer par un avis public sur les projets de textes et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. La Constitution laisse au législateur organique le soin de fixer la composition ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission. Il convient de rappeler que, lors de la précédente délimitation des circonscriptions législatives, le législateur avait prévu dans la loi habilitant le gouvernement à procéder à cette délimitation par voie d'ordonnance, l'intervention d'une commission appelée à émettre un avis sur les projets d'ordonnance avant leur transmission au Conseil d'État. Cette commission était composée de 2 conseillers d'État, 2 conseillers à la Cour de cassation et 2 conseillers maîtres à la Cour des comptes, désignés par leur pairs. En août 1986, la commission indépendante avait rendu un avis sur l'avant-projet présenté par le gouvernement. 35 départements étaient validés, 61 faisaient l'objet d'observations, environ 190 circonscriptions sur 555. Dans le préambule de son avis, la commission expliquait qu'elle avait recherché, comme elle en avait l'obligation, si ce projet d'ordonnance était conforme aux dispositions de la loi précitée et vérifié que les règles ainsi définies étaient bien appliquées compte tenu des strictes réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel. Puis qu'elle avait, dans les cas où elle a estimé qu'elle n'était pas en présence d'impératif d'intérêt général décisif, rechercher si des aménagements au projet permettraient de mieux atteindre l'équilibre démographique. Le gouvernement avait alors corrigé une première fois son découpage, suivi l'avis de la commission pour 37 départements, présenté un nouveau projet pour 13 autres, conservé son découpage pour 11 départements contestés par la commission. Celle-ci, à nouveau consultée, avait approuvé 9 des 13 nouveaux projets. Le gouvernement avait alors proposé 2 modifications. Au total, la commission avait rendu un avis favorable sur la délimitation de 535 circonscriptions. L'Assemblée générale du Conseil d'État, ensuite saisie de l'avant-projet d'ordonnance, avait dans un premier temps formulé des observations défavorables concernant 25 départements. Le gouvernement ayant corrigé le découpage de 14 départements, le Conseil d'État avait finalement approuvé le découpage de 84 départements sur 96. Ce précédent illustre la nécessité de procéder, par la consultation préalable d'une commission indépendante, à une procédure transparente en matière de découpage électoral. Désormais, la commission chargée de donner son avis sur les projets de délimitation des circonscriptions législatives ou sur la répartition des sièges de députés ou de sénateurs entre circonscriptions est un organe prévu par la Constitution. B. Les lois organiques du 13 janvier 2009. 2 lois organiques ont été adoptées le 13 janvier 2009-17, afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles. La loi organique numéro 2009-38 portant application de l'article 25 de la Constitution 18, et la loi organique numéro 2009-39 relative à la commission prévue à article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, 19. Cette dernière autorise le gouvernement à mettre à jour, par ordonnance de l'article 38c, la carte électorale, 1. Et elle installe la commission d'avis, 2.
compétente pour rendre un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions électorales. 1. Le recours aux ordonnances de l'article 38C pour procéder au découpage. L'habilitation du gouvernement à délimiter les circonscriptions législatives par voie d'ordonnance S a déjà été admise par le Conseil constitutionnel, qui a jugé, lors de la précédente habilitation en cette matière, que, sans qu'il en résulte une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, l'article 38 de la Constitution peut être mis en œuvre pour permettre l'intervention d'ordonnances à l'effet de délimiter des circonscriptions électorales. 20. En 1986, le choix de l'habilitation avait été justifié par le rapporteur, Pascal Clément, en évoquant, d'une part, la possibilité d'adopter dans les plus brefs délais une réforme qui aurait exigé une discussion législative longue et complexe, et d'autre part, le souhait d'éviter de confier aux parlementaires le soin de décider eux-mêmes les limites de leur future circonscription d'élection. Le Conseil constitutionnel réaffirme, à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité de la loi organique n° 2009-39 du 13 janvier 2009, la conformité constitutionnelle du procédé visant à confier au gouvernement le soin de procéder au découpage des circonscriptions électorales. Dans sa décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, la haute juridiction refuse de reconnaître, à la demande des requérants, l'existence d'une tradition républicaine selon laquelle le découpage électoral ne pourrait être réalisé que par la loi. Rappelant que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution, qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, le juge constitutionnel constate que le principe invoqué par les requérants ne résulte aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et est, en tout état de cause, expressément contredit par la Constitution du 4 octobre 1958, considérant numéro 15. Sur le fondement de cette habilitation et conformément à l'article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009, le gouvernement a pris l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés 21. Dans le délai de 3 mois, un projet de loi de ratification a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 20 octobre 2009. Rejeté par le Sénat le 14 décembre 2009, la loi de ratification sera définitivement adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 21 janvier 2010. Le Conseil constitutionnel déclare l'ensemble du texte conforme à la Constitution par la décision n° 2010-602, DC du 18 février 2010-22. 2. L'installation de la commission d'avis, en décembre 2008. La composition et le fonctionnement de la commission résultent à la fois de l'article 1er de la loi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.